Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Alors, avant que nous débutions, la petite question habituelle, est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, à l'écrit, dans la fenêtre questions, que tout fonctionne? Eh bien, parfait. Voilà, son et partage d'écran, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce soir, on se retrouve pour une session très spécifique avec Valérie Gastaldi qui va nous éclairer sur cette question, comment augmenter sa probabilité d'avoir raison. Donc une question extrêmement pertinente, surtout dans le contexte actuel. Avant que Valérie se présente, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions dans la fenêtre questions. On y répondra au fur et à mesure. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein. C'est des sessions interactives qui sont pensées pour que vous puissiez poser vos questions. En plus, ce soir, il y a quand même plus d'une centaine d'inscrits. Donc je pense qu'il va y avoir des questions très pertinentes. Et puis de toute façon, il n'y a pas de questions bêtes. On est là vraiment pour partager les connaissances. Donc n'hésitez pas. Alors, je te laisse te présenter, Valérie. Oui, Maëva, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce séminaire qui est basé donc sur de l'analyse technique. J'ai commencé à travailler sur les marchés financiers en 1985, il me semble. Et en fait, même avant. Et assez vite, on m'a parlé d'analyse technique et on m'a incité à apprendre à utiliser l'analyse technique parce que j'avais à faire des opérations court terme pour la société pour laquelle je travaillais et donc l'analyse fondamentale n'aurait pas été suffisante parce que j'étais trader sur les marchés d'options. Euh, et ben en fait j'ai pu constater l'efficacité de la méthode, même si quand on démarre on fait beaucoup d'erreurs et qu'il y a une courbe d'apprentissage. Il y a beaucoup d'expérience pour maîtriser l'analyse technique parce que les principes sont très simples. Ça prend pas longtemps de comprendre de quoi il s'agit, de connaître les différents éléments de la théorie, d'autant qu'il y a un paquet de trucs qui servent à rien. Donc si on réduit vraiment à ce qu'il faut savoir, il n'y a pas grand-chose qui soit utile à savoir. C'est vite maîtrisé et après, il faut l'appliquer et il faut surtout apprendre à se maîtriser. Mais l'analyse technique est un excellent outil pour maîtriser le risque que l'on prend sur les marchés financiers. Et en fait, ce que j'ai appris donc en 30 ans, non 40 ans, oh misère, il faut que je mette à jour euh, de marché financier, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. En revanche, on doit savoir à tout moment quel risque on est prêt à prendre et à quel moment on arrête de prendre les risques parce qu'on considère qu'on a tort. C'est ça qui permet de recommencer le lendemain à prendre un nouveau risque et à la longue, on finit par gagner. Voilà. Donc, je me propose de partager avec vous petit à petit, dans toute une série de webinaires qu'on organise avec IG, cette expérience que j'ai accumulée. Tout Voilà. à fait, et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais l'ensemble des webinaires que Valérie a donnés sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder parce que parfois il y a des références justement à ce qui a été vu en amont. Donc vraiment, allez sur notre chaîne, rubrique de la playlist des webinaires et vous les retrouverez tous. Et également, celui-ci sera disponible dès demain sur YouTube et également directement sur IG Academy. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je vous affiche l'avertissement. Je ne vais pas revenir en détail dessus. C'est simplement pour vous indiquer que Valérie va être amenée à prendre des exemples pour illustrer son propos. Il ne s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations. Également, un rappel pour IG, parce qu'il y a pas mal de nouveaux clients qui nous rejoignent. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres. On a déjà plus de 380 000 clients à travers le monde. On est leader mondial de l'investissement et cette année, on aura la chance de fêter nos 50 ans. Donc ça va être très chouette et on est à Paris depuis déjà 17 ans. Donc voilà, vous avez vraiment affaire à une entreprise bien installée et surtout régulée en France. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vais te passer la main, Oui. Valérie. Alors, oui, voilà. Fenêtre, je vais mettre l'écran complet en partage et je vais partager. Je crois que c'est celui-là. Et donc maintenant, je mets la présentation en plein écran. Allez, voilà. Donc, est-ce que Super. c'est bon?
Oui, Vous, c'est vous voyez, impeccable. On ok. voit très bien. Alors, sauf que moi, voilà, il faut que je déplace ça ici. Voilà, ok. Donc, comme c'est ma présentation, on avance et je vous propose de faire un petit peu de théorie parce que je ne sais pas quel est votre parcours avant d'arriver sur les marchés financiers, mais potentiellement vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous avez été commercial pour une grande entreprise et la finance, vous l'avez pas apprise. Il y a quand même des choses pourtant qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous aider à réfléchir pour comprendre ce qui se passe sur les marchés. Donc il y a un principe en finance de marché qui est à la base de tous les modèles théoriques qui sont développés en finance que je vais appeler classique, hein, on ne parle pas de l'analyse technique, c'est ce qu'on appelle l'efficience des marchés financiers. L'efficience des marchés financiers, elle existe, elle peut être plus ou moins forme. On dit qu'il y a 3 formes d'efficience qui peuvent être reconnues, une forme faible, une forme semi-forte ou une forme forte. Et en fait, le principe, c'est que les informations qui sont disponibles à un moment donné dans le marché, dans la forme forte, qui est la forme parfaite dans le marché financier, aucune information ne permet de gagner de l'argent parce qu'en fait, les informations, dès qu'elles arrivent sur le marché, les investisseurs en prennent tout de suite connaissance et immédiatement, le prix s'ajuste à la valeur théorique qui correspond à l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le marché financier. Euh, Bon, ça se passe jamais exactement comme ça, mais l'objectif des régulateurs de marché, c'est d'empêcher justement les informations privilégiées et donc des profits qui seraient faits à cause d'une information qui ne serait pas correctement partagée par le marché. C'est de forcer les entreprises quand elles communiquent à communiquer de façon publique. Une entreprise n'a pas le droit de convoquer un analyste financier d'une certaine banque et de lui confier des données qu'il ne confierait pas aux autres analystes financiers. Donc tout ça, ça a été extrêmement régulé pour que, effectivement, dans la plupart des cas, quand une nouvelle information est diffusée, elle est diffusée auprès de tous les investisseurs simultanément. Et du coup, comme tout le monde a la nouvelle, bah, tout le monde ajuste immédiatement et le cours, en quelques secondes ou quelques minutes, se positionne tout de suite sur sa valeur théorique. Et après, il faut attendre une nouvelle information. Mais tant qu'on n'a pas de nouvelle information, il n'y a plus d'opportunité. Ce cadre, il a été défini de façon relativement théorique par quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Eugène Fama, qui a eu le prix Nobel, le prix pour l'économie en 2013, avec d'autres chercheurs qui faisaient de l'analyse comportementale. Dont Schiller, enfin Hansen était plus un économiste, il faisait de l'économétrie. Il fait toujours de l'économétrie. Mais Fama a participé à la conception de ce cadre dans les marchés financiers. Dans ce cadre des marchés financiers, dans lequel on pose donc qu'il y a une efficacité des prix, que les prix reflètent toute l'information disponible, on a toujours une hypothèse très importante qui est que on peut arbitrer les marchés. Donc, le principe de l'information et de l'efficience des marchés, déjà, c'est ça. S'il y a une information qui est disponible, que cette information, vous pensez qu'elle vous permet de gagner de l'argent, eh bien, vous et d'autres personnes qui ont la même interprétation que vous allez acheter l'action et vous allez l'acheter jusqu'à ce qu'elle rejoigne le prix théorique que vous avez déterminé pour l'action. Et donc, l'opportunité de gagner de l'argent disparaît. Mais on applique ce raisonnement d'arbitrage de façon continue sur les marchés financiers et donc on en conclut que
il ne peut pas exister d'opportunité de gagner de l'argent de façon simple en utilisant une règle qui soit toujours la même sur les marchés financiers, parce que si on avait connaissance d'une certaine règle qui permet de façon certaine de gagner de l'argent, eh bien, on l'utiliserait, on l'exploiterait, et en l'exploitant, comme on fait bouger les prix sur les marchés financiers, on supprime de facto l'opportunité de gain, parce que le prix monte au fur et à mesure qu'on arbitre. Et pourtant, en dépit de ce postulat de base qui est celui de la finance de marché, on constate qu'il existe des anomalies, c'est-à-dire qu'il existe des comportements de cours que la finance n'arrive pas à expliquer. Il y en a plusieurs. Là, je vous en ai cité 3. Par exemple, acheter le mois de janvier, on constate que très fréquemment, si vous achetez le marché le 31 décembre et que vous le revendez le 31 janvier, vous allez avoir une performance positive. En tout cas, vous allez avoir cette performance positive beaucoup plus souvent qu'une fois sur deux, alors que si les marchés avaient une évolution au hasard, eh bien, vous devriez avoir raison dans un cas sur deux. Vous pouvez aussi acheter les small cap, les valeurs qui ont une petite capitalisation. On constate que sur le long terme, les petites capitalisations font mieux que les grosses capitalisations. Ce n'est pas le cas en ce moment depuis un certain temps, mais ces études qui se basent sur le long terme ont quand même constaté ce biais. Peut-être qu'il disparaîtra dans le futur, mais en tout cas, il a existé pendant très longtemps. Il y a aussi un biais ou une anomalie sur les valeurs qu'on appelle à risque faible ou à bêta faible, c'est-à-dire qui ont tendance à bouger, avoir moins de volatilité que leur indice de référence. Vous connaissez le principe qui dit que pour avoir un profit important, il faut prendre un risque important. Si vous prenez peu de risques, vous allez gagner peu d'argent. Eh bien, ça c'est un principe de finance justement, et c'est un principe de finance parce que si à un moment donné, en tant qu'investisseur, vous identifiez deux investissements, l'investissement A et l'investissement B, que l'investissement A, dans le passé, il a eu une volatilité de 10% par an, alors que l'investissement B, il a eu une volatilité de 30% par an, mais que les deux ont ramené la même chose, de façon logique, vous devez préférer l'investissement A à l'investissement B. Et ces valeurs à risque faible, donc, en théorie, elles doivent rapporter moins d'argent que celles à risque élevé. Et pourtant, on constate que ça n'est pas le cas. Et la dernière anomalie, qui est celle qui va nous intéresser ce soir, c'est l'anomalie sur la persistance des tendances, qui est quelque chose qui ne devrait pas exister aussi, puisque si une tendance existe, c'est-à-dire si on est capable d'identifier qu'un titre a monté jusqu'à présent et doit monter demain, si vous savez que le titre doit monter demain et qu'il doit monter encore jusqu'à de 10%, vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter 1% plus cher, 2% plus cher, 3% plus cher. Vous allez l'acheter jusqu'à son prix théorique, une fois encore. Et quand il aura gagné les 10% qui étaient attendus, eh bien, il va s'arrêter de monter. Mais vous n'aurez plus rien à gagner. Le prix sera ajusté et arbitré à son niveau théorique. Donc, une tendance ne peut pas exister parce que si quelqu'un a connaissance de l'existence d'une tendance, il doit agir sur cette tendance et faire converger le prix vers sa valeur théorique très vite. Alors, pourtant, cette persistance des tendances, donc qu'on ne sait pas expliquer, qui est une anomalie de marché, elle est constatée. Elle a été constatée par deux chercheurs qui l'ont mise en avant en 1993 pour la première fois, Jagadish et Titman. Ils ont écrit un premier papier, Returns to Buying Winners and Selling Losers. Donc, quelle est la profitabilité de stratégies dans lesquelles on achète les valeurs qui ont monté et on vend les valeurs qui ont baissé. C'est ça le titre du papier. Et ils ont constaté que quand on déployait ce type de stratégie sur la période qu'ils ont examinée, qui était 1965 à 1989,
ont gagné 12% par an. Ils ont reproduit cette étude en 2001 en accroissant la période des tests qu'ils avaient. Ils l'ont étendue de 1989 à 1997 et ils sont arrivés à la même conclusion que d'acheter les valeurs qui avaient déjà monté et de vendre les valeurs qui avaient déjà baissé, ça permettait de gagner de l'argent de façon systématique et donc c'est en contradiction absolue avec ce que l'analyse, avec le cadre théorique de l'analyse financière, mais c'est un fait. Alors, Jegedish et Titman, ils ont, dans leur étude, ils n'ont pas fait que chiffrer le gain, ils ont essayé de proposer des raisons et d'expliquer pourquoi cette anomalie pouvait exister. Et les explications sont cherchées dans le comportement des opérateurs et ils essayent de modéliser des comportements d'opérateurs. Ça, c'est pas la partie qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est juste que cette persistance des tendances, elle est documentée de façon académique et donc, il a été prouvé par des gens qui savent très bien compter et très bien manipuler les statistiques que ça n'était pas une erreur statistique et que les tendances donc peuvent exister. Alors, quel est le lien avec l'analyse technique et où est-ce que je veux en venir? Alors, on a deux questions, si tu Oui, veux, Valérie, par rapport, oui, bien sûr, c'est une vas-y. question sur les anomalies. Ce que vous appelez anomalie n'est-il pas tout simplement le fait d'une certaine instabilité et irrationalité de l'être humain, puisqu'au final, derrière les manettes, ce sont bien des humains, et même quand il y a une IA qui travaille sur les marchés, elle est quand même pilotée par des humains. Donc ça, c'est la Bon première alors, remarque. dans cette partie, mon objectif, c'était pas de vous donner une explication à pourquoi il y avait des anomalies. C'est juste que ma question, c'est comment accroître sa probabilité de gagner de l'argent. Et ce à quoi je veux vous emmener, c'est de vous conseiller d'acheter les valeurs qui montent le plus et de vendre les valeurs qui baissent le plus. Et je commence par vous dire que cette stratégie, eh bien, les chercheurs académiques qui évoluent dans un cadre dans lequel leur cadre leur dit c'est pas possible que cette règle existe, ils concluent que cette règle elle existe. Ils le constatent. Ils disent normalement ça ne devrait pas être intéressant d'acheter les valeurs qui ont monté et de vendre les valeurs qui ont baissé. En théorie, c'est quand on applique de l'analyse fondamentale, ce qui est le cadre théorique, bien entendu, de ces chercheurs académiques dans l'ensemble, on est censé vendre les valeurs qui ont monté et acheter les valeurs qui ont baissé parce qu'elles doivent retourner à la moyenne, qui est le graphique que j'allais m'apprêter à vous montrer. Mais dans les faits, en fait, il y a très clairement des valeurs qui développent des tendances. Et ces tendances, c'est une stratégie. Capter les tendances et jouer le momentum, c'est une stratégie qui permet de gagner de l'argent dans la durée. Voilà. Donc, la raison, c'est pas l'objet de ce séminaire, parce que sinon, on en a pour plusieurs jours. Il y avait une deuxième question, Maëva. Oui, tout à fait. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut avoir des exemples d'investissements à faible risque slash volatilité, donc faible risque avec assez Oui, peu de Air Liquide. volatilité. Air Liquide. Voilà, c'est typiquement une valeur dont la volatilité est très basse, de façon très régulière, et qui monte tout le temps. Voilà. Mais après, là, c'est celle qui me vient à l'esprit. Peut-être que j'en aurai d'autres plus tard. On Hmm. verra. Je garde votre question en tête. Merci Euh, Valérie. donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maëva, elle saura quand me les poser. N'hésitez pas. Donc, retour à la moyenne, comme je disais, c'est normalement les stratégies qu'on doit développer dans le cadre de l'analyse fondamentale, parce que l'analyse fondamentale, elle établit un ratio prix-bénéfice pour toutes les valeurs du marché. Combien valent-elles
en euros, combien cote-t-elle, quel est le bénéfice qui est anticipé, d'abord quels ont eu l'année dernière et puis qu'on peut envisager pour les années qui viennent, et après on fait le rapport entre prix et bénéfice, et on peut utiliser d'autres ratios, hein, bien entendu, mais ça c'est le ratio le plus connu. Et donc on fait le rapport entre prix et bénéfice et on se dit tiens, voilà une valeur qui a un PE de 6, alors que son concurrent a un PE de 8,5. Donc, il y a une valeur qui est pas chère, celle qui a un PE de 6, et il y a une valeur qui est chère, celle qui a un PE de 8,5. On est censé vendre celle qui a le PE de 8,5, acheter celle qui a le PE de 6, et après, elles doivent se rejoindre, en théorie, quelque part entre les deux. Donc, ça, c'est le principe des stratégies de retour à la moyenne. Hein, on a des cours qui évoluent. On dit que ces cours, ils évoluent de façon aléatoire à court terme parce qu'il y a des bruits de marché, parce qu'en fait, en théorie, on est censé avoir une diffusion de l'information instantanée et un ajustement au cours qui est quasiment immédiat. Dans la réalité, on sait que c'est pas instantané, que l'information, il faut aussi l'interpréter, donc il faut le temps de la comprendre, etc. Donc, on admet qu'il peut y avoir des oscillations autour du prix théorique. Ça, c'est la vision dans laquelle, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à gagner sur les marchés financiers. Et après, il y a les stratégies donc de momentum qui s'appuient sur la persistance des tendances. Les stratégies de momentum, elles postulent tout simplement que vous regardez quelles sont les valeurs qui ont le plus monté au cours des 3 derniers mois et vous achetez les 20% des valeurs qui ont le plus monté au cours des 3 derniers mois, vous vendez les 20% des valeurs qui ont le plus baissé au cours des 3 derniers mois et au bout d'un an, vous avez gagné de l'argent. Voilà, et vous refaites ce classement tous les mois. Alors, il y a plein de façons de le mettre en application, hein, ce principe de momentum. Mais ça, c'est un des principes que des hedge funds peuvent mettre en application. Donc, c'est ce qu'on appelle les stratégies de momentum. Bien entendu, les stratégies de momentum qui s'appuient donc sur cette persistance des tendances, eh bien, c'est typiquement ce que l'analyse technique propose de faire, puisque l'analyse technique, vous savez que le dicton que l'on aime avoir, enfin un des dictons qu'on a en analyse technique, c'est The trend is your friend, la tendance est ton ami. La tendance, elle est là, hein, tendance, momentum, c'est le même concept que l'on utilise. Et l'analyste technique, ce qu'il est censé faire, c'est identifier une tendance, acheter quand on a un petit repli dans une tendance qui est haussière, et puis après attendre et se laisser porter par le mouvement. Parce que l'analyse technique, en fait, la seule chose qu'elle sache réellement faire et qu'elle mette vraiment, qu'il faut vraiment mémoriser l'analyse technique, c'est qu'elle est capable de faire la différence entre une correction dans un mouvement et le mouvement va reprendre, ou un retournement ou une fin de ce mouvement auquel il faut être attentif, parce que si vous avez acheté, je reprends le graphique précédent, si vous avez acheté et que ça commence à baisser, vous devez vous poser toujours cette question-là. Est-ce que ce début de baisse, il me dit que la tendance s'est terminée, auquel cas ce que j'ai acheté, je dois le revendre, ou est-ce que la tendance n'est pas terminée, auquel cas je dois simplement attendre, parce que la stratégie qui marche le mieux à long terme, c'est ce qu'on appelle le buy and hold. Vous achetez et vous attendez. De plus souvent, les marchés actions étant haussiers, c'est normal que statistiquement, le buy and hold soit la stratégie qui fonctionne le mieux. Donc, en fait, vous achetez et vous attendez, mais vous attendez quoi? Vous attendez que la tendance s'interrompe. En analyse technique, c'est ce que l'on va chercher à faire, et donc on partage et on s'appuie sur le fait que les tendances existent et peuvent avoir une durée particulièrement longue. Donc il faut profiter de la longueur de ces tendances, qui est toujours surprenante. Regardez là, par exemple, depuis le mois de janvier, si vous regardez les indices, vous avez des MACD, des RSI, des stochastiques, vous pouvez prendre à peu près tous les indicateurs que vous connaissez, ils sont tous collés au plafond, ils baissent pas et les indices baissent pas, ça continue de monter, 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 monter. Tous les jours, c'est pas très fort, hein, mais quand on perd 1%, tout le monde se met à paniquer et le lendemain, pouf, on les reprend. Voilà. C'est ça, la persistance d'une tendance. Alors, cela dit, il faut, savoir identifier
le début d'une tendance. Mais le début d'une tendance, c'est aussi plus ou moins pareil que la fin de la tendance précédente. Donc, identifier la fin d'une tendance ou identifier le début d'une autre, en gros, c'est pareil. Mais toutes les tendances, après, ne sont pas égales. Donc là, par exemple, je vous ai mis 4 valeurs. AXA, L'Oréal, Orange, Téléperformance. Alors, on va commencer par la pire. Téléperformance. Téléperformance, là, j'ai mis 5 ans d'historique. Mais si je vous avais mis 10 ans d'historique, ici, là, ce niveau où est ma flèche, si vous voyez ma flèche bouger, c'est 100 €, mais je ne me souviens plus, mais elle devait valoir, il y a 5 ans plus tôt, elle devait valoir 20. Donc, elle a monté pendant des années, elle a monté exactement comme AXA. Ça n'aurait pas été différent le graphique si je m'étais déplacée dans le passé. Mais il y a un moment, Téléperformance, elle s'est retournée et donc maintenant, Téléperformance, c'est une des valeurs les plus faibles. Alors, je ne sais pas si vous en faites partie, mais beaucoup de gens pensent que c'est moins risqué d'acheter une valeur qui a baissé quand le marché monte. Parce que comme le marché monte, la valeur finalement, elle va rebondir, quoi. Le marché monte, donc elle va emmener la valeur. Et ben non, c'est le principe de la persistance de la tendance, justement, qui vient nous dire que Téléperformance, elle est dans une tendance qui persiste à la baisse. Donc, c'est certainement pas une valeur que vous devez acheter, quelle que soit l'envie que vous en ayez. Si vous voulez mettre les probabilités de votre côté, les probabilités d'avoir raison, n'achetez jamais Téléperformance tant qu'elle est en tendance baissière, ce qui est le cas actuellement. Alors maintenant, les 3 autres, AXA, L'Oréal et Orange. AXA, L'Oréal et Orange, elles sont toutes en tendance haussière depuis 2020. Depuis la fin de Covid, elles sont toutes en tendance haussière. Ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est à repérer les valeurs dont les tendances haussières sont les plus puissantes. AXA, elle a une tendance haussière qui est puissante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a une tendance haussière qui est puissante pour gagner de l'argent? Ça veut dire que si vous l'achetez ici, donc tout près d'un sommet temporaire, ça c'était juste avant on voit plus ma souris, voilà, ici, c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine. Donc, si vous l'achetez à 25, bon, c'est pas une bonne idée, bien entendu. Vous avez acheté un plus haut et derrière, ça baisse. Mais, comme la tendance était déjà puissante, on reviendra sur comment on fait pour le savoir après, comme la tendance était déjà puissante, en fait, il fallait tenir la position si vous êtes un investisseur quand même de moyen terme, parce qu'à court terme, vous aviez l'occasion de la vendre. Mais si vous étiez un investisseur de moyen terme, vous aviez intérêt à tenir cette position. Alors que si on regarde en 2022, la façon dont Orange, si vous aviez acheté Orange juste avant l'entrée de la Russie en Ukraine, la chute a été assez profonde. Est-ce que c'est bien 2022 là que je regarde? Oui. Voilà, ici. La chute a été bien plus importante. Vous voyez que vous reperdiez beaucoup plus de ce que vous aviez gagné que sur AXA. Et bon, alors là, en fait, elle a été assez rapide à rebondir, Orange, mais après, elle n'a plus rien fait. Alors que AXA, elle a été un tout petit peu plus lente à rebondir au début, mais elle n'a pas cessé de monter par la suite. Et L'Oréal, elle est en quelque sorte entre ces deux, entre AXA et Orange, en termes de puissance de la tendance. Alors, le premier élément qui vous permet de repérer une valeur qui a une tendance qui est puissante, c'est le fait que la valeur soit sur des nouveaux sommets historiques. Donc, quand vous choisissez des valeurs à acheter, privilégiez toujours celles qui font des nouveaux sommets historiques. Plus les valeurs sont chères, et moins elles ont de chances de baisser. En fait, quand une valeur est déjà très chère, personne ne perd d'argent dessus. Tout le monde est en gain. Or, il y a beaucoup d'opérations de marché qui sont liées à des gens qui ne supportent plus leurs pertes. Parce que vous achetez une valeur, elle commence à baisser, vous perdez 5%, c'est pas grave, vous en perdez 10, vous vous dites oh zut. En fait, on a tous un seuil de douleur qui va être différent et qui va dépendre de nos anticipations, de notre horizon de temps, etc. Mais plus une valeur baisse et plus, au bout d'un moment, le nombre
le temps bon investisseur va craquer, quoi. On va plus tenir. Il y en a, ça va être à moins 30, il y en a, ça va être à moins 50, mais en général, on finit par vendre. Alors que quand une valeur monte, en fait, tous les gens qui n'en ont pas la regardent et se disent ah ben mince, elle arrête pas de monter, j'aimerais bien en avoir. Donc vous avez déjà des attitudes d'investisseurs qui sont différentes. Puis après, vous avez des mécaniques de marché qui sont à l'œuvre, qui sont tout simplement que le gros de la gestion qui est faite est une gestion qui est indexée sur les indices et que quand une valeur monte, son poids dans les indices s'accroît et que donc les ETF et les gérants de portefeuille qui sont indexés sur les indices, ils doivent en avoir plus dans leur portefeuille pour répliquer cette même performance. Donc plus une valeur monte, plus ces gens vont être obligés d'en racheter systématiquement au fur et à mesure qu'elle monte. Donc ça a tendance de façon mécanique à entretenir les tendances. Mais l'élément comportemental qui, moi, m'intéresse le plus, mais il ne faut pas ignorer l'autre aspect, hein, bien entendu, l'aspect mécanique de marché. L'élément comportemental, c'est que les valeurs qui montent donnent envie aux gens de les avoir, qui regrettent de ne pas les avoir achetées, alors que les valeurs qui baissent, comme Téléperformance, elles font souffrir les gens qui à un moment, se jettent l'éponge, quoi. Voilà. Il y a une question, Alors, Maëva, on j'en dirait. profite, voilà, exactement. On a quelques questions. Alors, on en a plusieurs qui se regroupent. Ouais. Votre Oui, propos est-il applicable au trading sur le CAC? Donc, on a celle-ci et on en avait oui, une on va autre en parler avec, à la fin de ça. voilà, la même idée, même question. Est-ce que le buy and hold est valable sur les crypto-monnaies? Donc, question sur cette méthode, sur les indices et sur les cryptos. Voilà. Alors, on va et qu'est-ce qu'on a? Voilà, pareil, question sur les indices aussi. Ok. Et ensuite, ah voilà, alors question sur, j'ai compris, il faut vendre ce qui a baissé, acheter ce qui monte, mais à quel est le bon momentum pour acheter ou vendre? Alors je sais que tu Quel est avais le fait bon pas mal moment? de Oui. voilà, je pense que tu avais fait pas mal de choses sur les Ouais, là, je peux supports, pas les répondre à résistances, cette comment question-là aujourd'hui parce que sinon, je redéveloppe un séminaire, voilà, un webinaire qu'on a déjà fait. Donc, exactement. voilà. Bon, Je ça, vous enverrai à la personne qui a posé cette question, je vais vous envoyer le lien de quelques oui, vidéos Maëva, YouTube sur super. lesquelles justement Valérie revient Hmm. sur ce sujet, hein. Je vais vous les envoyer d'ici quelques minutes. Oui, Et la dernière chose, c'était la oui. persistance de la tendance. Sur Hmm. quelle unité de temps recommandes-tu d'observer cette persistance de la tendance? Est-ce que c'est 5 ans comme sur vos exemples? Est-ce qu'il y a d'autres unités de temps qui sont pertinentes? Voilà. Oui. Bon, alors, première question, est-ce qu'on peut l'utiliser sur les indices? En fait, oui, parce que des indices, il y en a plusieurs. Donc, plutôt que de traiter le CAC tout le temps, regardez plusieurs indices. Regardez le CAC, regardez le DAX, regardez l'Eurostoxx. Je ne sais pas ce que vous avez chez IG, comme, enfin bien sûr les indices américains, hein, aussi le S&P, le Nasdaq, mais il y a aussi peut-être des indices chinois. Enfin, regardez tous les indices qui sont à votre disposition et comparer les différentes tendances pour choisir l'indice qui a la tendance qui est la plus forte. On va revenir sur comment on les compare juste après, hein. Mais vous pouvez le faire sur les indices. Vous pouvez le faire sur les devises, bien entendu. Déjà, une devise, c'est toujours comparé à quelque chose parce que c'est l'euro par rapport au dollar ou l'euro par rapport au sterling ou l'euro par rapport au dollar australien. Enfin bref, c'est toujours une devise contre une autre. Mais quand vous regardez l'euro par rapport au yen, au dollar, et à tout ce que vous pouvez, bien, vous allez voir qu'il y a des devises face auxquelles l'euro progresse plus que face à d'autres. Voilà. Et donc là aussi, en menant cette comparaison, ça va vous permettre de choisir la paire, l'indice ou l'action que vous devez privilégier pour faire des opérations. Parce que quand on pense que le marché va monter, même si on a raison, il faut trouver la bonne valeur, hein. Il y a des jours où c'est pas facile, surtout en période de publication de résultats. Pourtant, tiens, voilà, tiens, je vous en donne un d'exemple parfait d'acheter des valeurs qui sont au plus haut. Il y a
2 jours ou 3 jours, je sais plus, on a proposé chez Day by Day un conseil en turbo sur Inditex. Inditex, c'est Zara, hein, la maison mère de Zara. Inditex, elle a explosé à la hausse depuis 2 ans. Et on était juste en dessous des précédents plus hauts historiques. Ce matin, elle a publié ses résultats, elle a gagné 6% en gap haussier. On ne connaissait pas les résultats, sauf que la tendance était très forte, elle avait un tout petit peu baissé dans cette tendance, et donc on en a profité parce que c'est une tendance très forte, on trouvait que c'était un risque qui était relativement faible à prendre. Voilà, donc c'est comme AXA, hein, même type de graphique qu'AXA, c'est une valeur qui est partie, c'est moins fort qu'AXA, c'est une valeur qui est partie en ligne droite depuis un bon moment. Quel horizon de temps, la tendance, est-ce qu'il faut la regarder sur 5 ans, etc. La persistance des tendances, quand on est sur des horizons de temps très très courts, c'est-à-dire si vous essayez de travailler sur une demi-heure, elle est très faible. D'abord parce que sur beaucoup de marchés, sur une demi-heure, vous avez des problèmes de liquidité. Ensuite, parce que sur une demi-heure, par une demi-heure, je veux dire si vous essayez d'acheter et de vendre au sein de la même demi-heure. D'accord? Pas si vous regardez un graphique sur lequel les barres sont en 30 minutes. Si vous essayez d'acheter et de vendre en moins d'une demi-heure. Ensuite, parce que tout d'un coup, vous allez, pendant un moment, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, il y a la nouvelle qui arrive, et vous pouvez avoir toute une série d'ordres qui se déclenchent, et donc un très gros décalage soudain. Donc ça, c'est des horizons de temps, les horizons de temps très très courts comme ça, sur lesquels on ne peut pas beaucoup travailler sur les tendances. Mais plus l'horizon de temps est long, mieux ça marche, déjà. Et je trouve que à partir de barres qui font 240 minutes, donc de barres 4 heures, vous avez des graphiques qui ont suffisamment de granularité, sauf si vous allez sur des small caps, mais si vous restez sur les valeurs du CAC 40, des indices, des devises, si vous êtes sur les compartiments les plus liquides du marché, à partir de graphiques en base 240 minutes, vous pouvez commencer à travailler sur les principes de tendance. Voilà, donc de persistance de tendance. Mais ce que Jay Gadish et Titman ont mis en avant, ce sont des tendances qui durent plutôt quelques années. Hein, ils n'ont pas du tout travaillé à partir de données intraday, hein, mais ça existe un petit peu sur l'intraday et sincèrement de moins en moins, je dirais. Mais enfin, peut-être que c'est la période que l'on a vécue qui veut ça. C'est difficile de conclure là-dessus. Est-ce que là j'ai répondu à toutes les questions, Maëva, il me semble, hein? Écoute, oui, 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 hein, tout à fait. Après, c'était plus des questions sur la plateforme. Donc, beaucoup de personnes qui me demandent les liens, vous inquiétez pas, hein. Je vais les envoyer à tout le monde, donc comme ça, vous aurez les liens. Voilà, le reste, c'est est-ce qu'on peut faire des analyses justement comme ça de valeurs différentes, d'unités de temps Oui. différentes sur la Alors, plateforme IG? Tout à fait, oui, c'est d'accord. possible. Alors, je crois Voilà. qu'avec Pro Real Time, c'est possible. Oui, voilà, Pro Euh, Realtime, c'est possible et la plateforme IG, vous pouvez le faire. Voilà, il reste que les crypto-monnaies. Est-ce que c'est applicable Ah aux oui, alors est-ce que c'est crypto-monnaies? La applicable personne aux me crypto-monnaies? redemande. Voilà. Bon, alors, l'analyse technique, par principe, ça s'applique à tout. Mais en fait, il y a quand même des petites... il faut comprendre le marché sur lequel on travaille et il faut d'abord bien observer. Et ce qui est majeur, c'est d'avoir un marché que je vais appeler libre. Par marché libre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait peu de barrières à l'entrée. Il ne faut pas que les frais de transaction soient trop élevés. Il ne faut pas que les spreads soient élevés. Et il faut que la liquidité soit forte. Donc, quand vous travaillez sur du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est super traité. Mais je connais pas bien toutes les cryptos. Il y a quand même un paquet de choses qui
sont ultra dangereuses, qui sont des pièges à couillons, hein, et dont on n'a même pas les cours qui sont diffusés de façon libre. Donc, bon, voilà. Donc oui, sur certaines valeurs, mais sincèrement, moi je trouve que c'est pas encore assez liquide. Je sais qu'il y a des gros volumes, mais il y a quelque chose qui manque encore à ces marchés. C'est pas des marchés qui sont suffisamment mûrs pour être bien analysés. Voilà. Je pense que c'est en train de se développer. Ça a fait déjà des gros progrès par rapport à il y a 5 ans, mais ça peut encore en faire un peu. On a plus de faux signaux sur les crypto-monnaies que sur le S&P 500, l'euro-dollar, le T-note, le Bund, voilà, des choses que vous n'aimez pas traiter d'ailleurs, les obligations, pourtant c'est c'est super, mais ou des grosses valeurs. Voilà, donc là on continue. Alors donc je disais, les tendances sont pas toutes égales et l'avantage de détecter les valeurs qui ont les plus fortes tendances, c'est que vous pouvez simplement attendre beaucoup plus facilement. Les corrections vont être moins profondes, vous avez moins de chances de vous faire stopper, vous avez beaucoup plus de chances quand vous achetez que ça monte, puisque de toute façon, on voit bien que le nombre de jours, c'est si vous calculez le nombre de jours où la valeur monte dans l'année, bah, il est bien supérieur au nombre de jours où la valeur baisse. Donc, c'est juste statistique, c'est pas la peine de réfléchir. C'est le gain, il est déterminé par les statistiques. Un jour, la tendance va changer. Et un jour, on va passer d'un AXA qui monte tout le temps à un AXA qui baisse tout le temps. Bon, enfin, je vous dis ça, je ne sais pas, hein, c'est pas du tout une prévision que je suis en train de faire, mais potentiellement, il y a des valeurs qui se retournent de façon importante. Mais il y a des choses qui nous permettent de repérer qu'on a changé de tendance, qu'il n'y a plus de tendance haussière, et donc ce ne sont plus des valeurs qu'il faut favoriser à l'achat. Donc, votre objectif, ça va être de repérer les AXA ou les L'Oréal pour acheter quand vous pensez que le marché va monter. Alors, là, je vous ai mis 3 graphiques, mais on va les regarder en fait sur ma plateforme pour qu'on puisse voir, mieux les dates, etc. Donc, vous avez ici Hermès à gauche, LVMH au milieu et Kering à droite. Donc, moi, depuis plusieurs années, j'ai pu constater que Hermès et LVMH, c'était les valeurs les plus fortes, et Kering, c'était la valeur la plus faible. Donc, j'en ai tiré une conclusion. Quand je cherche des idées à l'achat sur les marchés financiers, je me pose la question de est-ce que j'ai un timing pour acheter Hermès, mais quand je cherche des idées à l'achat, je m'interdis d'acheter Kering. Parce que je me dis, bah non, si tu crois que Kering va monter, c'est pas Kering qu'il faut que tu achètes, c'est Hermès. Parce que statistiquement, Hermès, elle monte, je sais pas, 3 fois plus de jours par an que Kering. Je vous donne le chiffre au pif, hein, mais statistiquement, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai toujours intérêt à acheter Hermès plutôt que Kering. En revanche, quand je pense que les marchés vont baisser, c'est une connerie sans nom d'essayer de vendre Hermès parce qu'elle est au plus haut. Vous voyez, vendre Hermès quand on arrive là, le 18 avril 2023, parce qu'on se dit oh là là, ça va baisser, c'est trop cher, ben c'est pas malin. Le 18 avril 2023, hop, février, mars. Tiens, regardez, le 18 avril 2023, Kering, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'effondre. Alors que Hermès, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste à plat. Donc, si vous vouliez vendre, c'était pas une mauvaise idée de vendre, mais il fallait juste vendre la bonne, c'est-à-dire la mauvaise, Kering. Mais Hermès, il fallait pas y toucher. Oui, elle a fini par baisser, mais si vous comptez le nombre de jours où elle a baissé, elle a baissé réellement du 20 septembre à un plus bas le 26 octobre, 24 octobre, alors que Kering, elle a baissé du 4 avril. Bon, non, je suis pas correcte, là, je devrais la prendre ici. Elle a baissé du 19 juillet au 12 janvier. Vous voyez la différence? Pourquoi je vous dis, si vous avez envie d'acheter une valeur,
mais que vous en avez une autre qui est plus forte, il faut acheter l'autre parce que statistiquement, vous avez plus de chances. Donc, comment est-ce qu'on s'en rendait compte que Hermès était plus forte que Kering? Alors, en 2020, regardez ici, on a un nouveau sommet pour Kering qui était au-dessus du sommet du mois d'avril 2019. Donc, avril 2019, Hermès, elle montait aussi. OK, les deux étaient au plus haut, donc très bien. Hermès, 20 janvier, elle revient tester le cours un petit peu après le 21 février et elle baisse. Donc, elle baisse de combien? On va prendre la différence entre, hop, là, on est 720, on va dire, et au plus bas, on baisse jusqu'à 510. 520, 710. Alors que Kering, elle fait au plus haut 616, au plus bas 347. Donc 616, 347, on n'est pas à 50% de baisse, mais ça doit faire du 40%. Alors que 720, 610, c'est 100 euros, c'est 15% de baisse. Donc il y en a une qui baisse 3 fois plus que l'autre. Ben ça vous dit tout de suite que Hermès, elle est plus forte. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Hermès, dès le 22 mai 2020, donc on a fait le point bas le 20 mars, 22 mars, je ne sais plus, fin mars. Au mois de mai 2020, elle franchit ses précédents sommets. Donc en 2020, elle fait son point bas au même moment, hein, le 22 mars, ou je ne sais pas, et elle franchit son précédent sommet ici, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc il y en a une, elle met 2 mois à franchir ses sommets, et l'autre, elle met 8 mois à franchir ses sommets. Bon, ben, ça n'a pas cessé tout le temps d'être la même histoire. Alors, quand vous appliquez ce type de méthode pour comparer des valeurs, il vous suffit de chercher de préférence des valeurs qui aient des choses à voir. Hein. On va voir un petit peu mieux après comment on va les déterminer, mais vous voyez, vous les comparez, vous les mettez côte à côte, ou bien alors vous n'êtes même pas obligé de les mettre côte à côte, hein, vous faites un petit tableau, vous regardez les points hauts significatifs de l'indice, vous regardez à ce moment-là comment se sont comportées les valeurs, vous notez la date et le cours du plus haut, la date et le cours du plus bas, et vous regardez pour l'autre la date et le cours du plus haut, la date et le cours du plus bas. Et vous allez voir lesquels baissent le plus longtemps et le plus fort. Alors parfois, vous allez avoir des valeurs comme entre LVMH et Hermès, c'est pas simple de faire la différence parce qu'il y a des moments où il y en a une qui monte plus, il y en a des moments où c'est l'autre, mais pendant une certaine période, en fait, LVMH a eu tendance à être plus intéressante qu'Hermès. Mais depuis 2022-2023, Hermès est nettement plus intéressante que LVMH. Donc, ça n'est pas constant, ces règles-là. Il faut parfois les revoir. Mais ce sont des règles qui peuvent être appliquées. En fait, LVMH a fait mieux que Hermès pendant 10 ans, peut-être, ou 15 ans. C'est uniquement très récemment que Hermès s'est mis à faire beaucoup mieux que LVMH. Mais que Kering fasse moins bien, ça fait 15 ans. Ou peut-être 10 seulement, que ça fait moins bien que LVMH et que Hermès. Et pour le moment, elle ne donne pas encore le signe que cela change. Voilà, donc vous pouvez, et je vous encourage, à comparer Stellantis et Renault. Parce que voilà, c'est deux valeurs qui sont équivalentes. Vous pouvez aussi comparer Volkswagen et BMW ou Volkswagen et Mercedes. C'est pour vous construire des réflexes. Si vous vous dites « Oh, j'ai envie d'acheter Renault », dites-vous « Non, mais attends, statistiquement, achète Stellantis. »
Parce que Stellantis, elle monte 5 fois plus souvent que Renault. Donc, si tu as envie d'acheter Renault, en fait, les probabilités te disent que tu as plus de chances d'avoir raison en achetant Stellantis. Alors, je reprends mon PowerPoint. Tchouk tchouk. Alors, j'en profite pour te poser Oui, une question. une autre question, oui. Comment savoir si un trade court terme devient du long terme? De ce que j'ai compris, c'est que ton message, c'est tant que la tendance, elle dure, Bah, eh ben, on reste en position. bah oui, Si j'ai c'est bien vous qui le compris. décidez. C'est pas comment savoir. C'est votre choix de savoir quand vous sortez. Mais mon conseil, c'est que quand vous êtes entré sur une valeur et que ça se passe bien, bah gardez-la. C'est ce qu'on appelle laisser courir ses gains et couper ses pertes. Vous avez entendu ce dicton-là aussi. C'est ce qu'on vous recommande partout. Laissez courir vos gains. Laissez courir vos gains, c'est vous avez acheté quelque chose et vous n'avez pas, votre tendance ne vous donne pas de signe de retournement. Vous n'avez pas invalidé votre tendance. Donc, Maëva vous a mis des liens et il y en a un sur les niveaux d'invalidation, justement. Eh bien, tant que vous n'avez pas déclenché le niveau d'invalidation, vous pouvez garder cette valeur. Moi, c'est ma règle de base. Alors, bien sûr que si vous traitez sur des horizons de temps qui sont très courts, une fois encore, quand vous faites de l'intraday, vous n'allez pas avoir les mêmes réflexes. Mais faire de l'intraday et gagner de l'argent, c'est super difficile. Parce que de toute façon, vous allez vous fatiguer trop vite. Et ça demande trop de concentration, trop de réflexion, trop de remise en cause continue, etc. C'est pas viable à long terme. On pourrait faire un séminaire sur comment des gens vous mentent pour vous faire croire qu'ils gagnent de l'argent en faisant de l'intraday. Parce qu'il y a des tas de techniques et ils vous mentent tous. Il suffit d'avoir plusieurs comptes et de montrer s'ils gagnent de l'argent le jour où on veut le montrer. Hein. Mais non, en fait, les gens ne gagnent pas d'argent en faisant de l'intraday de façon continue. C'est épuisant. Il faut être en équipe, il faut avoir des machines, il faut être market maker et avoir un avantage que vous ne payez pas le spread et vous n'avez pas cet avantage-là. Et il y en a d'autres même d'avantages. Enfin bon. Donc, ne faites pas d'intraday. Commencez par faire du court terme. Et vos positions court terme, quand elles gagnent de l'argent, si vous avez choisi des valeurs qui sont dans des tendances fortes et vous continuez à vérifier que votre tendance est forte en comparant la valeur que vous avez dans votre portefeuille à ce que fait le marché, est-ce qu'elle baisse plus? Est-ce qu'elle baisse plus longtemps? Tant que votre valeur elle est plus forte que le marché, vous la gardez dans votre portefeuille. Si vous voyez qu'elle commence à être moins forte que le marché, là, vous allez pouvoir peut-être rapprocher un petit peu plus votre niveau d'invalidation, être plus réactif parce que les niveaux d'invalidation, parfois, on les enfonce de 0,5% ou d'1% juste à la clôture dans les dernières 10 minutes. Et là, vous vous dites, est-ce que je dois couper ou est-ce que il faut que je tienne? Est-ce que c'est un faux signal ou pas? Si votre valeur, elle est très forte, vous lui laissez quelques jours pour valider le signal. Si votre valeur, elle est faible, vous ne vous donnez pas quelques jours. Si vous avez, en dépit de tout ce que je vous dis, de temps en temps, vous pouvez vous dire, allez, tiens, on va acheter Alstom. Elle, vous appliquez le stop tout de suite. Vous attendez pas. Alors que sur Inditex, vous pouvez attendre. Hein. Voilà, donc vous allez changer d'attitude en fonction de la force de la valeur que vous avez en portefeuille, mais c'est ce qui va vous permettre de développer un portefeuille de valeurs qui gagne, donc un portefeuille qui vous angoisse pas, sur lequel vous êtes super à l'aise. Donc là, je résume. Comment on repère ces valeurs les plus fortes? Donc, les valeurs les plus fortes, elles montent plus longtemps et elles remontent plus vite. Hein. Donc, le nombre de jours où la performance est à la hausse et le nombre de jours où la performance est à la baisse, déjà, c'est un premier indicateur. Donc, regardez quand ont lieu les sommets et les creux, combien de temps durent les baisses, combien de temps durent les hausses. Les valeurs les plus fortes baissent moins et montent plus. Donc, quand le marché corrige, elles vont, si le marché perd 5%, une valeur faible, elle va en perdre peut-être 7 ou 10, alors que la valeur la plus forte, elle va perdre comme le marché, voire un peu moins. C'est pas ça dépend de l'ampleur de la baisse, mais
Qu'une valeur baisse moins qu'un indice, pour des raisons de volatilité, c'est pas toujours facile. Mais si elle baisse comme l'indice, c'est très bien quand même. Et puis, comparer les valeurs de plusieurs façons. Alors, ça prend du temps, mais si vous voulez gagner de l'argent, il faut quand même travailler un petit peu. Hein, c'est pas, on claque pas des doigts. Donc, commencez par comparer les valeurs à un indice de référence large, comme le Stoxx 600 en Europe, le S&P 500 aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous comparez les valeurs américaines à l'indice S&P et en Europe, vous comparez les valeurs européennes à l'indice Stoxx 600. Si vous n'avez pas le Stoxx 600, à la rigueur, prenez l'Eurostoxx 50, mais vous avez quand même des biais sectoriels dans l'Eurostoxx 50 qui sont un peu plus forts. Vous pouvez aussi comparer une valeur à son secteur d'appartenance. Je ne sais pas si vous les avez, ces indices-là chez IG, ils sont disponibles dans le cadre de certains logiciels. Les secteurs stocks, industrie, banque, etc. Ils ont une évolution et donc vous pouvez trouver dans le secteur quelles sont les valeurs les plus fortes et les plus faibles. Il y a des secteurs qui sont très cohérents entre eux, où les valeurs ont des métiers qui sont très proches les uns des autres. Bon, dans l'automobile, vous avez quand même, par exemple, deux classes de valeurs qu'il faut regarder de façon différente. Vous avez les grands les constructeurs d'automobiles intégrés, Renault, Stellantis, BM, etc. Et puis, vous avez les providers, les fournisseurs, les Valeo, les Forvia, Faurecia, Michelin, Continental, etc., etc. C'est pas du tout les mêmes comportements boursiers. Donc, il faut regarder le secteur, mais après, idéalement, il faut aussi comparer à quelques concurrents qui ont un métier relativement proche. Et en faisant ces comparaisons, comme ça, vous allez vous préparer des listes avec les valeurs que vous voulez acheter et les valeurs que vous voulez vendre. Celles que vous voulez acheter, vous les achetez quand la tendance est haussière, et celles que vous voulez vendre, vous les achetez quand la valeur est baissière, quand la tendance est baissière ou devient baissière. Alors là, je vous ai donné les trucs pour le faire à l'œil nu. Il y a des logiciels qui permettent de faire ce qu'on appelle une force relative. C'est pas le RSI, Relative Strength Index, c'est autre chose, c'est l'indicateur de force relative, l'indicateur de Relative Strength tout court. C'est-à-dire que ça va vous permettre de diviser deux actifs. Vous pourrez faire par exemple Renault divisé par le CAC 40 ou Renault divisé par le Stoxx 600. Vous pouvez faire le CAC 40 divisé par le Stoxx 600. Vous pouvez faire Renault divisé par le secteur automobile, vous pouvez faire le secteur automobile divisé par le Stoxx 600, vous pouvez faire Renault divisé par Volkswagen, voilà, vous pouvez faire toutes ces courbes. Quand vous avez un ratio de deux valeurs comme ça, eh bien, ça vous donne un graphique. Ce graphique, vous pouvez l'analyser comme si c'était la tendance d'une valeur. Donc, si votre ligne monte, si votre ratio de Stellantis divisé par Renault, si ça monte, c'est que Stellantis monte plus et ou baisse moins. En tout cas, c'est qu'elle est plus forte que Renault. Si la courbe baisse, c'est que la valeur qui est au numérateur est plus faible que la valeur qui est au dénominateur. Donc là, si vous avez fait A sur B et que la courbe baisse, eh bien B, c'est la valeur que vous allez plutôt vendre quand le marché est faible et A, c'est la valeur que vous allez plutôt acheter. Et en fait, si vous avez la possibilité de le faire à l'ordinateur, bien entendu, c'est plus rapide de regarder les courbes directement. Là, par exemple, je vous ai représenté Hermès par rapport au Stoxx 600, LVMH par rapport au Stoxx 600 et Kering par rapport au Stoxx 600. Donc, moi, je vous conseille de faire un truc assez simple. Donc là, je l'ai mis en mensuel, ce qui est extrêmement long terme, mais c'était juste pour vous montrer depuis combien de temps les choses se passaient. Faites-le en hebdomadaire ou en quotidien, hein, ça change rien. Mais regardez, mettez 3 moyennes mobiles et comptez les points. C'est-à-dire, les prix sont au-dessus des 3 moyennes mobiles, vous avez une valeur qui est super forte. Vous avez une valeur comme ça qui est au-dessus d'une seule des 3 moyennes mobiles, vous avez une valeur qui est quand même plutôt faible. Et ça va vous permettre très vite déjà d'avoir une vision 100% objective dans laquelle vous n'avez pas d'anticipation.
Voilà. Et quand on débute, c'est important d'avoir aussi des repères qui permettent de ne pas avoir d'anticipation. C'est juste une notation des valeurs. Après, il faudra travailler pour affiner ça. Mais c'est déjà un point de départ qui est simple et utilisable. Donc, vous faites votre liste de valeurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est, il y a 19 secteurs stocks en Europe. Ce que je fais pour moi, c'est pour ça que je vous le conseille, c'est qu'à tout moment, je sais quels sont les 5 secteurs les plus forts, ceux dans lesquels je pense qu'il faut concentrer les investissements à l'achat, et quels sont les 5 secteurs les plus faibles, ceux sur lesquels il ne faut pas être positionné à l'achat, et plutôt se positionner à la vente quand on pense que le marché va baisser. Puis après, vous avez un ventre mou des 10 autres secteurs, vous ne savez pas très bien, ça peut changer, parfois ils sont forts, parfois ils sont faibles, mais la tendance n'est pas suffisamment marquée. Et après, je refais le même travail. Dans les secteurs les plus forts, j'ai toujours au moins 2 valeurs qui sont les plus fortes dans les secteurs les plus forts. Ça, c'est les 2 valeurs sur lesquelles je vais chercher à acheter quand le marché sera haussier. Et dans les secteurs les plus faibles, je cherche les 2 valeurs qui sont les plus faibles. Dans un secteur, parfois, vous avez 30 valeurs, 50 valeurs. Trouvez les 2 plus fortes. Prenez-en 3 si vous voulez. C'est pas très difficile en fait, parce que tout ce qui est un petit peu douteux, vous allez l'éliminer. Vous allez conserver ce sur quoi c'est clair. C'est celles sur lesquelles vous allez travailler, parce que c'est celles qui vont maximiser vos chances de monter si le marché monte, si le secteur monte, etc. Et après tout ça, vous allez le combiner avec les indices. Parce que le timing, je ne vais pas vous expliquer comment on trouve le timing sur les indices, mais le timing, pour acheter les actions, il faut que vous le synchronisiez quand même au timing des indices. Donc, quand vous constatez que vous avez votre indice qui est 1 en tendance haussière et que 2, dans cette tendance haussière, il a fait une consolidation, il n'a pas changé de tendance, il a juste fait une consolidation et donc il approche d'un support. Eh bien, quand votre indice est dans cette situation-là, c'est le moment d'aller acheter les valeurs que vous avez identifiées comme étant les plus fortes. À l'opposé, si vous avez un marché qui est dans une tendance qui est baissière, pas juste une consolidation, mais une tendance qui est baissière, là, vous allez chercher un timing idéal pour vendre les valeurs qui sont les plus faibles. Et c'est le timing sur les indices, parce que l'indice est dans la tendance haussière et qu'il arrive sur le support, que vous regardez les valeurs et vous cherchez les valeurs qui, si elles sont fortes, ce qu'il faut bien que vous gardiez en tête, c'est que quand vous allez regarder les valeurs fortes, peut-être qu'elles vont pas être sur un support. Et en fait, c'est le piège de l'analyse technique, ça. C'est le piège dans lequel essayez de ne pas tomber. C'est que les valeurs les plus fortes, souvent, elles s'arrêtent de baisser avant de revenir sur leur support. Et du coup, les gens se disent « Ah oui, mais du coup, la distance au stop-loss, elle est plus importante que pour une valeur faible, ou plus faible, disons, qui a plus baissé et qui donc vient toucher son support. » Et il se dit « Oh, là je suis sur le support c'est le stop-loss, donc mon risque, il est quasiment nul sur cette valeur-là. » Sauf que vous oubliez de prendre en compte la probabilité que l'action monte. Quand on fait une espérance de gain, bien sûr, il y a combien est-ce que je vais perdre si je perds, et ça, le montant de la perte, c'est la distance entre le prix auquel vous achetez et le niveau auquel vous allez vous stopper. Donc, plus vous êtes près de votre stop, plus cette distance est faible, et donc plus le risque peut être perçu comme bas, mais il faut aussi le multiplier par la probabilité d'avoir raison. Et cette probabilité d'avoir raison, en fait, il n'y a aucun outil qui vous permet dans la pochette standard de l'analyse technique, il n'y a pas d'outil qui vous permette de l'évaluer. C'est pour ça que j'ai pris 1 heure pour vous dire, pourtant, cet outil qui permet de maximiser la probabilité d'avoir raison, il existe, et c'est ces analyses comparatives qui vont vous permettre de trouver les valeurs qui maximisent la probabilité. Mais du coup, le corrélat, c'est que si elle est vraiment forte, elle va moins baisser qu'une valeur qui est faible.
Et pourtant, vous risquez de tomber et de vous dire c'est cette valeur qui est faible que je veux acheter. C'est pour ça que je vous ai dit quelquefois, quand vous avez envie d'acheter Kering, dites-vous non. Quand j'ai fait mon analyse, j'ai vu qu'il fallait que j'achète Hermès ou LVMH et pas Kering. Mais Hermès ou LVMH, peut-être qu'elles ne seront pas sur le support, mais elles ont moins de chances de baisser, elles ont plus de chances de monter. Donc, c'est celle-là qu'il faut vous forcier à acheter. Parce que les probabilités sont dans votre faveur dans ces cas-là. Donc voilà, dans cette approche que je vous propose, on prend un maximum de précautions. On met le pantalon, la ceinture et les bretelles. Le pantalon, c'est quoi? On a un bon timing dans la tendance des indices pour intervenir sur le marché. 2, la ceinture, c'est qu'on choisit des valeurs fortes et qui donc vont naturellement avoir tendance à monter plus que l'indice et à baisser moins que l'indice. Donc, on a plus de chances d'avoir raison. Et bien entendu, on n'a pas parlé parce que c'était pas le sujet aujourd'hui, on a toujours un stop parce que si la valeur ne fait pas ce que l'on attend d'elle, bah c'est peut-être qu'on a mis toutes les chances de son côté en travaillant sur des statistiques, mais les statistiques, c'est jamais 100%. Hein. Il y a toujours un moment où les choses changent, et quand une valeur est au plus haut, bah, on sait que statistiquement, elle a beaucoup plus de chances à continuer à faire des nouveaux plus hauts qu'à se mettre à faire des plus bas, mais il y a un moment où elle se retourne à la baisse quand même. Voilà. Donc il y a un moment, il faut quand même se stopper. Voilà. J'en profite Valérie, juste parce que le point que tu soulevais, ça correspond exactement à la question qu'il y a. Quand un indice est au plus haut, n'est-ce pas particulièrement dangereux d'entrer à Mais l'achat? non, Exemple avec le CAC actuel. Voilà, justement, je me suis ben dit, non, mais c'est le bon moment. regardez depuis le C'est mois vrai de que c'est un frein janvier. psychologique très souvent. Les clients me disent ça, mais c'est tellement haut. Est-ce que on peut continuer? Bah, est-ce que ça a continué depuis le mois de janvier? On n'arrête pas de faire des nouveaux sommets les uns derrière les autres, enfin même avant, hein, depuis le mois d'octobre. Là, je suis en données quotidiennes. Regardez, on a fait un nouveau sommet le 8 février, là, sur Hermès. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Donc, depuis le nouveau record historique du 8 février, on a fait 11 nouveaux records historiques. Et la baisse la plus forte, c'est ça par rapport à... Enfin, où ça? Vous voyez bien que les baisses, elles sont toutes petites. On a 2-3 jours de baisse et c'est tout petit par rapport à ce que ça monte par rapport. Donc, non, plus une valeur est haute et moins elle a de chance de baisser. Mais ça, vous ne me croirez jamais. Je peux passer encore 10 jours à vous en parler. C'est votre réflexe de faire le contraire. Pensez à moi de temps en temps et essayez de vous forcer ou essayez au moins de prendre des notes et d'observer. Et quittez vos croyances qui sont fausses, puisque, je vous le rappelle, ça a été démontré par les chercheurs qui ont constaté que les tendances persistaient. Voilà, c'est pas mon avis, c'est documenté. Voilà, c'est fini. Sauf s'il y a des questions. Je regarde. Quid de l'analyse technique et de l'exploitation des figures chartistes? Bah, ça correspond. Alors, je vous invite à regarder les liens, mais ça correspond à ce que tu disais sur le moment ou le timing sur lequel on peut entrer dans le marché. Oui, on fera un séminaire sur les figures chartistes parce que c'est pas la peine de les regarder. Il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est la tendance. Les figures, c'est des cas particuliers de retournement de tendance ou de continuation de tendance. Mais c'est un accessoire. C'est pas du, Hmm, on est loin de l'essentiel. Mais la parfait. tendance, oui, c'est Et important. la dernière remarque, qui n'était qu'une remarque et pas une question, c'est la personne qui t'avait posé la question sur le CAC qui dit, mais c'est qu'on a tous en tête l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et du Ah bah coup, ouais. voilà. Mais c'est pas vrai. Enfin, regardez tous les graphiques des C'est indices. psychologique finalement. On a tellement entendu ça que... Oui, mais justement, ça, enfin, bon, là, il est déjà 8 heures passées, donc
c'est une autre façon de présenter les choses. Les arbres ne montent pas au ciel. On pourrait faire une série de séminaires avec des adages comme ça, Maëva, tiens. Ça me donne une idée. Parfois, c'est dur de se dire qu'est-ce qu'on va leur apprendre, comment on va présenter les choses, mais ce serait une possibilité d'explorer plusieurs adages. Bah, Donc, je m'en complètement. Merci souviendrai. beaucoup. Je termine très rapidement sur la présentation. Vas-y. Ce sera disponible en replay, hein, donc vous le retrouverez dès demain sur IG Academy et sur YouTube. 3 types de comptes sur IG. On va pas revenir dans le détail parce qu'il est déjà tard. Je vous rappelle le numéro du service commercial 01 70 98 18 18. Vous avez besoin de quoi que ce soit, de questions par rapport aux différents types de comptes. On vous répond tous les jours de 8h30 à 20h. Donc, vous n'hésitez pas à nous appeler. Je vous affiche les QR codes parce que vous avez notamment des idées de trading qui sont fournies par Day by Day, la société de Valérie. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez vous abonner. Les taux de réussite sont très intéressants. Ce sont des idées qui performent très bien. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et je termine sur une petite touche intéressante. En ce moment, on vous offre un livre pour toute ouverture de compte. Ouverture de compte sur Turbo ou Option, un dépôt d'au moins 3 000 € avec un premier trade. Et à ce moment-là, je vous envoie le nouveau livre de Romain Daubry qui parle justement du trading à effet de levier, options, futures, varants, CFD. Vraiment, tout est abordé. Donc, c'est très bien quand on a envie d'acquérir d'autres connaissances et de se mettre le pied à l'étrier. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci bien sûr à toi, Valérie. C'était une nouvelle fois très intéressant et à une prochaine fois. Merci. Bonsoir.